À la fin de mai 1958, le 16e président du Conseil de la 4e République, Pierre Pflimlin, investi quelques jours plus tôt, est victime du soulèvement de l'armée et des Français d'Algérie. Ainsi, mon gouvernement se trouve affaibli au moment où il faut affronter des tâches de plus en plus redoutables. En conséquence, j'ai présenté ma démission. Minée par la lutte des partis et l'impuissance des gouvernements successifs, la 4e République agonise. C'est l'appel au général de Gaulle qui quitte la Boisserie où il s'était retiré voilà plus de 10 ans. Le 30 mai 1958, le président Coty propose au général de Gaulle de devenir président du Conseil. Le général accepte à condition de disposer des pleins pouvoirs pour 6 mois et de pouvoir préparer une constitution qui sera soumise au référendum. Dans son gouvernement entrent notamment Guy Mollet, Pierre Pflimlin et Paul Reynaud. 17 jours après avoir confié à Pierre Pflimlin la direction du gouvernement, les mêmes députés investissent par 329 voix contre 224 le général de Gaulle et lui accordent les pouvoirs constituants. Bien décidé à redonner au pays des institutions qui lui permettent de s'affirmer, le général de Gaulle donne la priorité à la mise en œuvre de la nouvelle constitution qui doit assurer la continuité de l'État. Le régime est parlementaire, mais avec un chef d'État doté de grands pouvoirs exécutifs qui est élu par un collège élargi. Par 80% des voix, la France approuvera cette constitution. Ce référendum du 28 septembre est un vote de confiance à De Gaulle qui, au cours de son mandat, fondera sans cesse sa légitimité sur le dialogue avec l'opinion par la pratique du référendum employé pour toutes les grandes questions. Puis en novembre, élection législative, le parti gaulliste UNR, créé le mois précédent, fait entrer au Palais Bourbon plus de députés que n'en avait jamais compté aucun groupe parlementaire. Le 21 décembre, le général de Gaulle est élu comme président de la 5e République. Son gouvernement, dirigé par Michel Debré, aura des structures neuves avec des ministères inédits comme celui des affaires culturelles, par exemple. Monsieur le Président de la République, le premier des Français est désormais le premier en France. Je suis fier de lui remettre la charge de cette maison capitale et d'avoir ainsi l'occasion de lui renouveler l'hommage qu'en y entrant, j'avais tenu à lui rendre au nom de la patrie à jamais reconnaissant. Il s'agit pour De Gaulle en premier lieu de régler le problème de l'Algérie où la guerre se poursuit depuis 4 ans et a déjà fait des dizaines de milliers de victimes. La guerre coûte à la France le tiers de son budget. 500 000 soldats sont sur place. La durée du service militaire est de près de 30 mois. Sur le plan diplomatique, le drame algérien a totalement isolé la France. En octobre 1958, le général de Gaulle offre à l'Algérie, pour son développement économique et social, le plan de Constantine. Le 16 septembre 1959, il ouvre la voie de l'autodétermination, laissant aux Algériens le choix entre la francisation, la sécession et l'association. L'armée, qui a fondé son action sur le maintien de la souveraineté française, est profondément troublée. Les épreuves ne manquent pas. En janvier 1960, Alger connaît la semaine des barricades à la suite du rappel du général Massu. L'opinion métropolitaine soutient le général de Gaulle, les pleins pouvoirs lui sont votés. En janvier 1961, c'est le référendum sur l'autodétermination qui donne 75% de oui. Le 21 avril, les généraux Salan, Chasles, Jouhaud et Zeller déclenchent un putsch. Après 4 jours d'illusions et d'agitation, un discours du général de Gaulle fit tomber les armes des mains des officiers rebelles.
Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité, un groupe d'officiers partisans, ambitieux et fanatiques. Ce groupe et ce carteron possèdent un savoir-faire limité et expéditif, mais ils ne voient et ne connaissent la nation et le monde que déformés au travers de leur frénésie. Leur entreprise ne peut conduire qu'à un désastre national. Au nom de la France, j'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. J'interdis à tout Français et d'abord à tout soldat d'exécuter aucun de leurs ordres. L'OAS apparaît, le terrorisme se pratique des deux côtés, FLN et OAS. Le 20 mai s'ouvre la première conférence d'Évian qui aboutira aux accords du 19 mars 1962 avec le FLN. Il proclame le cessez-le-feu et accorde diverses garanties aux Européens. Le terrorisme OAS a gagné la métropole où les nuits bleues alternent avec les assassinats. La petite Delphine Renard est grièvement blessée par une explosion dans la maison d'André Malraux. L'Algérie est à feu et à sang, Bab el-Oued s'érige en Fort Chabrol contre l'armée. Le 26 mars, c'est la fusillade devant la Grande Poste à Alger, véritable hécatombe. Le référendum sur les accords d'Évian donne le 8 avril 90% de oui. L'OAS, après les avoir interdits, précipite les départs. C'est l'exode des Français d'Algérie qui seront, dans leur grande majorité, rapidement assimilés à la communauté métropolitaine. Le général de Gaulle appelle pour succéder à Michel Debré un de ses proches collaborateurs, Georges Pompidou. Le gouvernement comptait jusque-là plusieurs dirigeants du MRP. En mai 1962, il quitte le gouvernement à la suite d'un désaccord sur la politique européenne. Le 22 août 1962, alors que pour la première fois depuis 25 ans la France est en paix, le général et Madame de Gaulle échappent par miracle à un attentat. De Gaulle en tire les conséquences politiques. Les attentats qui ont été perpétrés et ceux qui sont préparés font voir que ma disparition risquerait de replonger la France dans la confusion de naguère et bientôt dans la catastrophe. Je crois que quoi qu'il arrive, la nation doit avoir le moyen de choisir elle-même son président afin que cette investiture directe puisse lui donner la force et l'obligation d'être le guide de la France et le garant de l'État. En dépit de la coalition de tous les partis, le référendum constitutionnel du 18 octobre donne 61% de voix pour le oui. Désormais, le président de la République sera l'élu de tous. Élection législative, en novembre, 233 députés UNR entrent à la Chambre. Depuis son arrivée au pouvoir, le général de Gaulle avait rendu visite au moins une fois à chaque département français. Monsieur le maire, c'est une très belle assemblée. 1965, c'est l'élection présidentielle. Le comité central du Parti communiste français a décidé
unanimement de soutenir la candidature de François Mitterrand en tant que candidat d'union de tous les partis de gauche et organisations démocratiques sans exclusive. Devenu le 9 septembre candidat unique de la gauche, François Mitterrand affronte Jean Le Canuet, le centriste, Jean-Louis Tixier-Vignancourt, l'avocat, Pierre Marcillaci, le sénateur, et la candidature isolée de Marcel Barbu. De Gaulle, lui, n'annonce que le 4 novembre qu'il sera candidat. Au premier tour, le 5 décembre, participation record, 15% d'abstention seulement. 10,5 millions de voix pour le général de Gaulle, 7,6 millions pour François Mitterrand. Au second tour, le résultat est net. Le général de Gaulle l'emporte avec 55% des suffrages contre 45% à François Mitterrand. Le second septennat commence. En mars 1967, élection législative. Les communistes gagnent 32 sièges et la fédération 25. UNR et Républicains indépendants dépassent d'une seule voix la majorité absolue. Plusieurs ministres ont été battus. M. Georges Pompidou étant Premier ministre, le gouvernement est remanié par l'installation de Louis Joxe à la justice, Alain Peyrefitte à l'éducation nationale et Christian Fouché à l'intérieur. 1968 sera une année cruciale. C'est la première fois que nous voyons cela. C'est-à-dire que, de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. En mai, la révolte d'une minorité d'étudiants contestataires se propage comme une traînée de poudre, entraîne les ouvriers à cesser le travail et paralyse le pays. Nul n'a oublié comment la fermeture de Nanterre, celle de la Sorbonne, les heurts et les bagarres ont débouché sur les barricades du quartier latin, puis sur le déchaînement des violences. C'est la grande manifestation de la gauche le 13 mai, la grève bientôt généralisée, les drapeaux rouges et noirs, l'occupation des bâtiments universitaires, de nombreux lieux de travail dans la paralysie des organes de l'État et de la vie du pays. Le spectre de la guerre civile apparaît. Le chef de l'État redresse le 30 mai, en s'adressant 4 minutes à la nation par radio, une situation qui paraissait désespérée. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. 1 million de personnes défilèrent sur les Champs-Élysées après l'allocution présidentielle. Mai était terminé. Les élections législatives firent entrer d'un seul coup au Palais Bourbon plus de députés élus sous la même étiquette qu'aucune chambre n'en avait jamais comporté. 358 gaullistes. Maurice Couve de Murville remplace Georges Pompidou à l'hôtel Matignon. Edgar Faure fait voter par un parlement unanime, le 13 novembre,
la loi d'orientation universitaire qui bouleverse les structures de l'université traditionnelle en accordant aux étudiants la participation à la gestion et aux décisions. Elle met la France, en ce domaine, à l'avant-garde des pays modernes. Au Sénat, Gaston Monnerville est remplacé par Alain Poher. Pendant ce temps, c'est à la participation que se consacre le général de Gaulle. Il prépare un référendum sur la régionalisation. L'avènement de la région comme cadre nouveau de l'initiative, du conseil et de l'action pour tout ce qui touche localement à la vie pratique du pays. Voilà donc la grande réforme que nous devons apporter à la France pour que cette rénovation se réalise au plan de la nation comme au plan de la région. Nous devons transformer le Sénat afin qu'il associe dans la préparation des lois les mêmes sortes d'élus et les mêmes sortes de délégués avec leurs compétences et leurs responsabilités. Comme cette profonde réforme concerne l'organisation de nos pouvoirs publics dans tous les domaines, y compris celui de la Constitution, nous devons soumettre le projet au peuple. Convaincu de l'importance de ces réformes pour le développement de la France, le général de Gaulle met encore une fois son mandat en jeu dans la bataille de ce nouveau référendum. « 1958-1969, ces 11 années ont été pour l'économie française la période des grandes mutations. En 11 ans, aucun secteur n'y a échappé, que ce soit le secteur industriel ou le secteur agricole. Mais la remise en ordre de l'économie puis sa transformation ne se sont pas toujours faites sans heurts, sans réticence. Ainsi, dans l'agriculture, l'application des réformes a bien souvent provoqué le mécontentement des paysans. Malgré les difficultés, malgré les longues nuits de négociations de Bruxelles, l'Europe verte a tout de même vu le jour et depuis juin 1968, 90% de la production agricole française sont soumis au régime communautaire. Mais cela n'a été possible que grâce à une transformation radicale de notre agriculture par l'amélioration des structures foncières, l'organisation de la production et des marchés, l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'exploitant. Les lois d'orientation de 1960 et de 1962 sont certainement les deux pièces maîtresses de ces réformes qui ont permis de transformer l'agriculture tout en l'insérant dans l'économie générale du pays. Des mutations également dans d'autres secteurs, celui du charbon par exemple. C'est là qu'éclate en 1963 le premier grand conflit social de la Ve République, lorsqu'après l'échec de contact entre la direction et les syndicats des charbonnages, les mineurs sont réquisitionnés. La grève est totale dans les bassins, elle dure 34 jours et se termine par la signature d'un accord qui prévoit de nombreux avantages sociaux pour la profession. En raison de la concurrence d'autres formes d'énergie, en raison aussi de son exploitation coûteuse, le charbon a vu sa production diminuer d'année en année. C'est là un phénomène mondial. Deux conséquences pour notre pays, la situation nouvelle des régions concernées, principalement le Nord-Pas-de-Calais et la Lorraine, l'avenir des mineurs, ils étaient 203 000 en 1958,
ils n'étaient plus que 131 000 en 1967. Une raison majeure aux conflits sociaux, l'emploi et la montée du chômage, en raison notamment du progrès technique et des regroupements d'entreprises. Entre autres mesures, citons l'effort accompli dans le domaine de la formation professionnelle et, en juillet 67, les importantes ordonnances sur l'emploi dont le mérite principal a été de substituer à la notion d'assistance la notion d'assurance collective. Un remède aux conflits sociaux, selon le général de Gaulle, la participation, troisième voie entre socialisme et capitalisme. Le 17 août 1967, 3 ordonnances organisent l'intéressement des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises. Printemps 68, la relance économique commence à porter ses fruits, les finances sont saines, la monnaie solide, l'économie sortie du plan de stabilisation se porte bien. Un seul point noir, l'emploi, avec surtout le chômage des jeunes. Agitation des étudiants, chômage des jeunes, la convergence des deux problèmes a lieu le 11 mai, lorsqu'après 8 jours d'agitation universitaire, commencent les premiers mouvements sociaux les plus violents depuis 30 ans. Fin mai, tandis que l'on fait la queue dans les magasins, tandis que malgré tout, les grévistes continuent de distribuer l'électricité et le gaz, les banques sont fermées, l'argent manque, la France est paralysée. Le gouvernement offre le dialogue. Le 25 mai, c'est Grenelle, gouvernement, patronat et syndicats négocient. 25 heures de discussion et la plupart des revendications sont satisfaites. Mais ce n'est là qu'un accord cadre, les avantages acquis devront être négociés branche par branche. Et les lendemains de Grenelle déchantent, la base ne suit pas, elle décide de continuer la grève, et ce n'est qu'après l'intervention personnelle du général de Gaulle le 30 mai que le dégel intervient. Le 9 juin à minuit, la campagne électorale peut s'ouvrir normalement. Le travail reprend, l'économie redémarre, mais le malaise social va renaître avec l'opération Rideau Blessé déclenchée par les commerçants et les artisans. En quelques années, le petit commerce français s'est profondément modifié. L'apparition puis la multiplication des supermarchés ont transformé son visage traditionnel. Ainsi, à l'ouverture des grandes surfaces, s'est bien vite superposé le problème de l'organisation même des commerçants indépendants. Le gouvernement répond à leurs inquiétudes en prenant le 16 avril, le jour même de leur deuxième grève, une série de mesures sociales et fiscales destinées à faciliter leur adaptation aux exigences du monde moderne. Réforme de structure, rénovation en profondeur, mutation, grâce à elles et malgré les conflits qu'elles ont parfois entraînés, l'économie française a pu jouer pleinement la carte de l'expansion. Ainsi, nos échanges avec l'étranger se sont accrus dans de très fortes proportions, spécialement avec nos partenaires européens. L'effort de l'État s'est aussi traduit par une action continue qui a rendu notre industrie compétitive sur les marchés internationaux. L'équipement des ménages a progressé, avec cependant de sensibles retards sur le logement. Des biens peu diffusés il y a 10 ans sont entrés dans les foyers. 70 ménages sur 100 possèdent maintenant un réfrigérateur, contre 20 il y a 10 ans. L'équipement en automobile et machines à laver a doublé. Le mode de vie des Français s'est en 11 ans profondément transformé. À mesure que monte le niveau de notre prospérité, nous faisons en sorte que s'élève le pouvoir d'achat des Français, qui s'est accru en moyenne en 8 ans de 30%. Et nous tâchons que s'améliorent les conditions générales de leur vie. La sécurité sociale, l'aide familiale, l'instruction, l'équipement dans son ensemble, les retraites, la santé, etc., toutes choses dont le coût s'est accru en 8 ans de 65%. Axée sur l'expansion, la politique économique l'a été aussi et surtout sur la stabilité de la monnaie. Principal objectif dès 1958 dans ce domaine, renflouer les caisses du pays
avec comme échéance principale le 1er janvier 1959, date du démarrage du marché commun. Pour faire face à la concurrence de nos voisins européens, le gouvernement prépare et publie un plan le 27 décembre 1958, le plan Rueff-Pinet, qui comporte la suppression du franc dit ancien et son remplacement par un nouveau franc, le franc lourd, une dévaluation fixée à 14,95% à partir du 29 décembre. Orthodoxie monétaire, mais aussi rigueur budgétaire. Afin que la dévaluation soit une véritable base de redressement, le gouvernement décide un effort d'austérité. Mesures qui créent dès leur application un climat de confiance et qui permettent aussi de rembourser par anticipation les dettes du pays. Sur les marchés financiers, le franc est de plus en plus apprécié. Considéré précédemment comme l'une des monnaies les plus vulnérables, il devient une monnaie forte. Le but fixé dans le domaine monétaire est atteint. 12 septembre 1963, nouvelle étape avec le plan de stabilisation, le plan Pompidou-Giscard d'Estaing. Depuis le printemps, la masse monétaire augmente, les prix montent et les salaires suivent le mouvement, l'inflation guette. Équilibre budgétaire et action sur les prix seront donc respectés jusqu'en 1966. Mais après la crise du printemps 1968, une nouvelle menace pèse sur le franc, conséquence de la fuite des capitaux vers l'étranger. À l'automne, l'expansion est revenue, mais pas la confiance. La France recevra une aide internationale en échange d'une dévaluation. Telle est en novembre la proposition de nos partenaires. Chacun attend cette dévaluation, mais ce n'est pas l'avis du chef de l'État. Tout bien pesé. J'ai, avec le gouvernement, décidé que nous devons achever de nous reprendre sans recourir à la dévaluation. Poursuivant le même but, celui de la rénovation de l'économie, une part importante des préoccupations a été regroupée sous le nom nouveau d'aménagement du territoire. Aménagement de la province, aménagement aussi de la région parisienne. Dernière initiative spectaculaire, le transfert des halles du cœur à l'extrême périphérie de la région parisienne. Cette année de travail et les 13 hectares des halles de Paris sont devenus 204 au début de mars dernier à Rungis. Cette année, pendant lesquelles 4 millions de mètres cubes de terre ont été retournés, une infrastructure complète mise en place pour que les nouvelles halles de Paris soient vraiment ce gigantesque et moderne magasin capable de nourrir chaque jour 10 millions de personnes, capable surtout de répondre en 1990 à la demande de 12 millions d'habitants. Décentralisation, mobilité de l'emploi, restructuration, extension d'activités, formation professionnelle, autant d'éléments qui interviennent dans la politique d'aménagement du territoire dont l'ambition est de développer les régions et de remédier à la croissance de Paris. L'aménagement du territoire et l'action régionale, c'est par exemple la transformation du littoral Languedoc-Roussillon, future Californie française. C'est l'aéronautique regroupée à Toulouse, confirmant ainsi la vocation de cette métropole. Il reste devant nous une question essentielle au premier chef. Comme elle est profondément humaine, économique et nationale, celle-là aussi commande notre avenir. Il s'agit de la condition des travailleurs au sein de l'activité économique dont ils font partie, que ce soit au niveau des industries ou au niveau de la nation. Le changement qu'il faut apporter à la condition ouvrière, c'est l'association active du travail à l'œuvre économique qu'il contribue à accomplir. Mais il reste à fixer
les voies et les moyens par lesquels légalement la part des travailleurs et du même coup leur responsabilité dans les progrès des entreprises seront définis, étant donné qu'ils y ont participé, qu'ils y participent par leur effort et par leur capacité. L'indépendance nationale, le droit des peuples à décider librement de leur destin, tels sont les principes qui guideront la politique étrangère du chef de l'État. D'une façon immédiate et directe pour la France, cela s'appelle la décolonisation, l'autodétermination et l'indépendance des républiques africaines et malgaches. Dès 1958, la Guinée se sépare de la France. Les autres nations utiliseront en 1960 la procédure constitutionnelle. L'aide et la coopération librement établies remplacent aujourd'hui la colonisation. La coopération, c'est pour De Gaulle le meilleur moyen de mettre un terme à la rivalité des blocs, telle qu'elle existe lorsque se réunit la très brève conférence de Paris. La division des peuples qui habitent l'Europe et l'Amérique du Nord est la donnée principale et le pire mal de notre époque. Deux camps se dressent face à face dans des conditions telles qu'il ne dépend que de Moscou ou de Washington qu'une grande partie de l'humanité ne soit écrasée en quelques heures. Clé de voûte de l'indépendance nationale, la force de dissuasion. La France doit, pour faire respecter son indépendance, se doter d'un armement nucléaire. Nous avons pris la route et nous suivons notre plan. L'effort de recherche, d'invention, de réalisation que comporte par lui-même l'armement atomique, introduit dans notre vie scientifique, technique et industrielle un ferment très efficace. Nous voici arrivés au stade des résultats. Ainsi s'ouvre devant nous la perspective d'une carrière de dissuasion, parce que attaquer la France, pour qui que ce soit, cela reviendrait à subir des destructions épouvantables. Avec la campagne d'expérimentation du Pacifique, le lancement du redoutable et le développement des vecteurs aériens, la France franchit les différents stades de l'équipement atomique et de l'utilisation opérationnelle de l'arme nucléaire. La France, si elle considère qu'aujourd'hui encore, il est utile à sa sécurité et à celle de l'Occident qu'elle soit l'alliée d'un certain nombre d'États, et notamment de l'Amérique, pour leur défense et pour la sienne, dans le cas d'une agression commise contre l'un d'entre eux. Si la France tient la déclaration d'intention qui donna lieu à l'Alliance Atlantique, conclue le 4 avril 1949 à Washington, si la France tient cette déclaration d'intention, cette alliance,
toujours pour valable, elle reconnaît en même temps que les dispositions d'application qui ont été prises successivement et par la suite ne répondent plus à ce qu'elle juge, en ce qui la concerne, satisfaisant dans les conditions nouvelles. Conséquence de la nouvelle politique française, pour qui alliance militaire et politique sont deux choses distinctes, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord quitte la France pour la Belgique, les troupes alliées déménagent. Phnom Penh. Sur le sol asiatique, le général de Gaulle condamne l'escalade entreprise par Washington au Vietnam. La France considère que les combats qui ravagent l'Indochine n'apportent par eux-mêmes et eux non plus aucune issue. Suivant-elle, s'il est invraisemblable que l'appareil guerrier américain puisse jamais être anéanti sur place, d'autre part, il n'y a aucune chance pour que les peuples de l'Asie se soumettent à la loi d'un étranger venu de l'autre rive du Pacifique, quelles que puissent être ses intentions et quelle que soit la puissance de ses armes. Bref, si longue et dure que doivent être encore l'épreuve, il est certain aux yeux de la France qu'elle n'aura pas de solution militaire. Répondant à l'espoir général, la conférence de la paix s'ouvre à Paris en mai 1968. C'est la rencontre pour la procédure entre les représentants des deux partis. Nous sommes mis d'accord pour que la première réunion officielle des représentants des deux gouvernements de la République démocratique du Vietnam et celui des États-Unis d'Amérique aura lieu le lundi prochain, 13 mai à 10h30. Mais les combats, un an plus tard, continuent, la conférence également. We will continue these discussions tomorrow, beginning at 10:30 a.m. The parties have agreed that on next Monday, the full delegations representing the two parties will meet. Autre aspect de la politique asiatique de la France, la reconnaissance en 1964 de la Chine communiste. Pékin et Paris sont convenus d'échanger les ambassadeurs en nouant avec ce pays, avec cet État, des relations officielles comme maintes autres nations libres l'ont fait auparavant et comme nous l'avons fait avec d'autres pays qui subissent des régimes analogues. La France ne fait que reconnaître le monde tel qu'il est. Mais il se peut aussi que dans l'immense évolution actuelle du monde, en multipliant les contacts directs de peuple à peuple, on serve la cause des hommes, c'est-à-dire celle de la sagesse, du progrès et de la paix. En 1964 aussi, le Mexique et quelques mois plus tard, 10 nations d'Amérique latine reçoivent la visite du chef de l'État français, qui souligne le rôle et l'importance de ces pays en voie de développement menacés par telle ou telle hégémonie politique ou économique. Et aquí pues lo que el pueblo francés propone al pueblo mexicano, marchemos la mano en la mano y viva México! En 1967, au milieu d'une foule en délire, c'est l'inoubliable voyage au Canada.
le Québec, qui fait partie de la grande famille francophone, signe avec la France de multiples accords de coopération. La minorité française du Canada doit elle aussi voir ses droits reconnus et admis. J'emporte de cette réunion inouïe de Montréal un souvenir inoubliable. La France entière sait, voit, entend ce qui se passe ici. Et je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux. Vive Montréal, vive le Québec. Vive le Québec libre. Relations franco-allemandes. Es lebe Bonn, es lebe Deutschland, es lebe die deutsch-französische Freundschaft. C'est là peut-être que la transformation est la plus spectaculaire. La réconciliation et le rapprochement avec le chancelier Adenauer aboutissent en 1964 à la signature du traité de coopération qui demeure un événement historique. L'Europe des Six, pendant ce temps, célèbre son 10e anniversaire. En 1958, la politique européenne existait surtout dans les textes. De Gaulle va en faire une réalité. Il prend les mesures nécessaires pour assurer l'intégration de l'économie française dans la communauté européenne. Le calendrier du traité de Rome est respecté. Les discussions ont été longues et difficiles, mais l'Europe des Six existe, sur le plan économique du moins. Il reste à faire l'Europe politique, au sein de laquelle les nations doivent, selon le général de Gaulle, coopérer tout en conservant leur indépendance. Quant à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun, à 2 reprises, le chef de l'État la rejette, non sans s'en être longuement expliqué. Et de savoir si la Grande-Bretagne, actuellement, peut se placer avec le continent et comme lui à l'intérieur d'un tarif qui soit véritablement commun, de renoncer à toute préférence à l'égard du Commonwealth, de cesser de prétendre que son agriculture soit privilégiée, et encore de tenir pour caducs les engagements qu'elle a pris avec les pays qui ont fait partie, qui faisaient partie ou qui font partie de sa zone de libre-échange. Cette question-là, c'est toute la question. On ne peut pas dire qu'elle soit actuellement résolue. Est-ce qu'elle le sera un jour? Seule, évidemment, l'Angleterre peut répondre. La multiplication des rapports avec l'Europe de l'Est se traduit par de nombreux accords et contribue à la détente internationale. C'est l'occasion par excellence, non seulement de resserrer leurs rapports dans les domaines économiques, culturels et scientifiques dont dépend leur propre développement, mais encore d'échanger leurs vues et, je l'espère, de concerter leurs actions en vue d'aider à l'union et à la sécurité de notre continent, ainsi qu'à l'équilibre, au progrès et à la paix du monde tout entier. Au Proche-Orient, où la guerre est une menace permanente, le général de Gaulle lance des appels à la modération. Il condamne l'attitude d'Israël en juin 1967, lors de la guerre des 6 jours, et après les représailles israéliennes contre l'aéroport de Beyrouth, il met l'embargo sur les fournitures d'armes, ce qui ne manque pas de provoquer de nombreuses réactions à travers le monde.
À l'affrontement, dit le général de Gaulle, doit se substituer la concertation. À l'initiative de la France, les représentants des 4 grands vont se rencontrer à New York pour essayer de trouver une solution au problème du Proche-Orient et préserver la paix. Conséquence logique de la position française au sein de l'Alliance Atlantique et des nouveaux rapports avec les pays de l'Est, la modification des relations franco-américaines. Celles-ci passeront par diverses phases, marquées notamment par l'attitude française envers la prédominance du dollar et l'hégémonie américaine au sein du monde occidental. Mais en 1968, les liens se resserrent à nouveau. Ce rapprochement est confirmé un peu plus tard, lors de l'arrivée de Richard Nixon à la Maison-Blanche. Et le président américain déclare « De Gaulle croit que l'Europe doit être indépendante. Franchement, je le crois aussi. » Dernière manifestation officielle et internationale du président de la République française, dimanche 30 mars 1969. Le voyage à Washington pour un ultime adieu à un vieux compagnon d'armes. De tous les héros de la Deuxième Guerre mondiale, un seul vit encore aujourd'hui, symbole d'un passé inoubliable.